alors je dirais que les Allemands arrivent, les forces d'occupation allemandes arrivent le 21 juin 1940. Ils vont occuper assez pacifiquement l'île, mais que très rapidement ils vont devoir concevoir des ouvrages de défense, et ça va vraiment démarrer qu'en 1942, surtout après le raid anglais sur Saint-Nazaire. Ça va leur faire comprendre que la zone peut être un enjeu stratégique assez important. Ils ont débarqué au coin là-bas avec un camion, un vert. L'arrivée des Allemands, c'était quand même très angoissant. Et tout d'un coup, il y a son papa qui arrive à Montmartre, et lui qui avait fait la guerre de 14, il dit « Oh, fermez les volets, ne restez pas à la fenêtre, fermez les volets. » Il n'y a pas eu d'événements militaires, si vous voulez. Simplement, en partant à l'école, quelques jours plus tard, je vois je sais pas une compagnie, enfin quand même, il y avait pas mal de monde qui, avec leur godillot, là, qui, là. Mais c'était glaçant parce que on avait peur. De ce coup-là, qui se sont installés un peu partout dans le quartier. Et puis on était vraiment avec eux, hein. Presque dans toutes les propriétés, il y en avait. Tous les matins, il fallait qu'il y ait un certain nombre de personnes que le maire désignait pour aller travailler à tour de rôle, quoi. Et mon père travaillait à la construction, il a été requis, comme beaucoup d'autres, au blocos de la cabane ici. Et j'allais chercher de la bière, je me rappelle. Mais c'était des camions de ciment qui arrivaient. Et nous, on récupérait les poches, les sacs de ciment, c'était précieux. Parce que ça nous servait, on n'avait rien à l'époque. Pour le froid, ça protégeait bien. Il y a 9 ans, j'ai reçu une lettre des archives de la Wehrmacht provenant d'une association de l'île de Noirmoutier. Cette lettre faisait des recherches sur mon père et me proposait de participer à une manifestation avec des Américains. Cette manifestation s'appelait Wings of Freedom. Nous étions venus déjà une fois sur l'île, sans savoir toutefois que mon père avait été venu lui aussi comme soldat. Je l'ai appris par cette lettre. Ma première visite dans le bunker a été très émouvante et je m'en souviens encore. Cette année, nous avons à nouveau fait la visite du bunker avec un groupe de scolaires. Telles visites sont très importantes afin que nos enfants et petits-enfants ne connaissent plus la guerre. J'ai vu aussi la construction des blocos où il y a la capitainerie du port maintenant, de l'Épine, du port de Morin. Il y a 3 types de blocos. Enfin, il y a des blocos avec des murs entre 40 et 50 cm. Il y a des blocos de 1 mètre, et puis il y a des blocos encore plus importants avec des épaisseurs d'environ 2 mètres. Et ça a été conçu par l'organisation Todd, qui fournit un catalogue de blocos que l'on pourra construire assez rapidement. Ils ont construit ces blocos, et ensuite ils ont décidé que telle et telle maison devait être démolie. Là, mon papa, il avait été réquisitionné par la commune pour travailler pour l'occupation allemande, et ce jour-là,
Il était donc sur sa maison en train de la démolir. Et il y avait 5 ans qu'elle était faite. Mais ça s'est produit déjà un certain temps après que l'armée était arrivée là. Hein. C'est pas en arrivant qu'ils ont démoli tout de suite les maisons. C'est après. Abel Bouchereau, qui était un ancien de mes matelots, il était très costaud, lui, hein, il était un peu plus vieux que moi, 2-3 ans de plus que moi, il vient de décéder là. Et le matin, le maire faisait venir telle ou telle personne à tour de rôle. Et son père, Abel, lui dit « Mais tu vas me remplacer hein. ?» Oui. Alors, au moment de l'appel, cette petite voix juvénile, présent, l'officier allemand a regardé par-dessus ses lunettes, parce qu'il me l'a raconté, puis il n'a rien dit, quoi. Et il travaillait, il allait remplacer son père. Puis un jour, il s'amusait avec les wagonnets qui emmenaient le sable, pour monter un peu, avec un autre jeune. Et puis ils sont partis, le wagonnet a renversé, etc. Et il y a un Allemand qui commence à lui donner un coup de pied au derrière, et puis il allait le gifler ou je ne sais quoi. Et il y a un officier qui a tiré en l'air pour l'empêcher. Commençons par le Vieil. Cette région est de l'île permet la surveillance de toute la baie de Bourgneuf, mais aussi l'entrée de Saint-Nazaire avec sa base sous-marine. Pour vous parler des blocos du Vieil, eh bien, il faut savoir que maintenant, il n'apparaît plus grand-chose. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est réparti sur 5 propriétaires privés. Nous avons demandé l'autorisation spécifique pour pouvoir nous poser devant l'un des blocos. Vous voyez comment il est orienté et c'est pas tout à fait perpendiculaire à la grève. Pourquoi ? Mais parce qu'il est orienté là-bas sur l'estuaire de la Loire. Parce que s'il fallait protéger l'entrée de Saint-Nazaire en particulier, eh bien le canon pouvait tirer. Au-dessus des blocos, un emplacement permettait de placer un petit canon, comme on peut le voir sur cette photo. Actuellement, un propriétaire l'a remplacé par une pièce d'habitation. À côté de ces blocos, on voit très bien les autres bâtiments plus enfouis qui abritaient soit les militaires, soit la cantine, soit le dépôt de munitions. Certains bâtiments servaient de fondation à de nouvelles habitations. Un chemin bétonné permettait de sortir les canons pour les monter sur la dune afin de tirer sur tout l'horizon. Ils sont visibles sur ces anciennes photos de particuliers et existent encore actuellement. Eh bien, une rampe, donc on sortait le canon par ici, on le montait sur l'extérieur de manière à ce qu'il soit à l'air libre. Je sais pertinemment que ici se trouvait un bâtiment enterré, donc on ne va pas le voir. Il y avait un dortoir ici. Dans le bâtiment que nous allons apercevoir un petit peu plus loin, c'était le bâtiment de cuisine. Et puis dans le bâtiment qui était de l'autre côté, c'était le poste de commandement. Eh bien regardez ce blocos qui est beaucoup plus près finalement de la dune et de la plage que l'autre que nous avons aperçu tout à l'heure. Cette ouverture que vous avez ici, c'était bien l'ouverture qui était destinée à passer le bout du canon de manière à pouvoir tirer éventuellement sur des arrivants, des débarquements éventuels sur Saint-Nazaire. Alors de la même façon, le canon pouvait sortir et monter par une rampe sur une esplanade à ciel ouvert à côté. Et puis vous avez juste à côté, on va passer la regarder, eh bien le reste d'un nid de mitrailleuse. Et ce nid de mitrailleuse, eh bien il avait une autre sortie derrière par un petit escalier qui devait permettre aux servants d'arriver en toute protection.
L'Herbaudière, c'est l'endroit le plus fortement défendu par les Allemands. Alors pourquoi ? Parce que c'est quand même situé en face de Saint-Nazaire, donc c'est un lieu de surveillance et de protection de la base de Saint-Nazaire, et c'est aussi l'entrée de la baie de Bourgneuf. Alors sur ce site, il y aura 9 blocos différents, avec un blocos de commandement de tir, qui commande le tir de la batterie de l'Uzé. Sur l'Uzé, il y avait 4 obusiers très puissants, avec une portée à peu près d'une dizaine de kilomètres, et ça permettait de couvrir largement la baie de Bourgneuf et l'île. Il y a aussi un blocos qui loge un radar de détection marine, qui permet de surveiller tout ce qui peut arriver de l'extérieur, tout ce qui peut être ennemi. Et il y a aussi des blocos avec des canons de campagne, il y en a 2 notamment. Et puis une quatrième catégorie, des blocos de cantonnement pour la troupe. Voilà. La cantine, c'est la guérinière. Alors là, il y a 4. C'est un lieu quand même aussi assez important. Alors, il faut savoir que l'endroit était entouré de champs de mines. Il y avait, à la cantine là-bas, il y avait un champ de mines. Et puis, ils ont été dans le champ de mines. Et puis, il y avait 2 petits jeunes qui étaient décédés. Je me rappelle de ça. Sur la plage, il y avait tout un système de défense anti-char, avec des hérissons de tchèque, avec des pieux plantés d'une manière inclinée, avec une mine au bout. Et puis 4 blocos qu'on appelle des 669. Et les blocos, à l'intérieur, il y a des canons de campagne assez puissants qui permettent de balayer toute la plage au sud de la cantine. Il y a aussi un poste d'observation qui est actuellement transformé en musée pour l'association AWM. À l'arrière de cette ligne de blocos avec canon, il y a un immense blocos pour stocker les munitions. Et puis derrière aussi, il y a des 3 ou 4 blocos pour la troupe, avec citernes et cantines. La tresson, c'est à peu près le même système, c'est-à-dire que les blocos de combat sont sur la dune, et puis à l'arrière, on va avoir les blocos de logistique. Alors sur la dune, il y a aussi des blocos avec à l'intérieur des canons qui permettront de prendre la plage en enfilade à la fois au nord et au sud. Et puis après, à l'intérieur des terres, il y a des blocos très importants de cantonnement, là, avec pour plusieurs groupes de combat, avec des grosses citernes, avec aussi des cuves à béton pour fabriquer les blocos, etc.
Nous, ici, il n'y avait pas de mine. Non. Nous, il y avait la mer. Ensuite, sur la plage, on ne pouvait pas y aller. Parce qu'il y avait des poteaux, c'était encerclé de partout. On ne pouvait pas aller sur la plage, mais, comment dirais-je, ils avaient mis des poteaux en ciment, croisés et tout, pour empêcher peut-être s'il y avait un débarquement ou un truc comme ça. Hein. Toute la côte était préservée comme ça dans le coin. Ouais, il y avait des tickets pour tout. Bah, on était rationnés pour le pain et pour tout. C'était la guerre et, comment dirais-je, les gens allaient souvent se ravitailler de l'autre côté du Gois. Parce qu'on a manqué de tout. On n'avait pas de pain, on n'avait pas de ceci, on n'avait pas de cela. Alors des fois, comment dirais-je, ils avaient tendance à nous balancer quelque chose. Et maman, elle voulait pas du tout. Elle voulait pas. Et il me dit comme. Et alors, je me rappelle bien de ça. Une fois, il y en avait un qui nous avait balancé à ma sœur et à moi. Est-ce une boule de pain ou quelque chose? Il a coupé un morceau, puis il a montré à maman qu'il n'y avait pas de problème. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne parlaient pas français. Chez mes parents, nous étions mitoyens d'une colonie de vacances que les Allemands ont utilisée comme casernement, quoi. Donc je les voyais par-dessus le mur, qui était garni de tamaris, là. Et je voyais ces Allemands, ces jeunes, bien costauds, torse nu, on ne se mettait jamais torse nu chez nous, bronzés. Je montais dans un figuier, je les voyais, je ne pensais pas qu'ils me voyaient. Et un jour, j'entends pss, pss. Je regarde, c'était un Allemand, torse nu, qui était là, qui me fait. Je ne réussissais pas de bouger, j'étais pétrifié. Je n'ai pas bougé, et puis il s'en va. Et quelques minutes plus tard, je le vois arriver, je vois son ceinturon, alors avec une grosse boule de pain de seigle. Bon, puis il s'en va. Puis un beau sourire, puis il s'en va. Il a 25 ans. Ça. J'apporte ça à ma mère, tout heureux. Puis ma mère, je vois qu'elle était un peu soucieuse. Je dis, oh, attention. Elle a coupé 2 fines rondelles de ce pain de seigle et on l'a donné aux poules. Dans de l'eau, aussitôt les poules. Le lendemain matin, les poules caquetaient joyeusement. Alors on a mangé le pain de seigle, ce qui nous a fait un mois, je me souviens. Une fois, mes parents, ils étaient chez la sœur de maman qui habitait Luzeronde. Ils les ont suivis avec une lumière, comment ça s'appelait? Un projecteur. Ils ont suivi mes parents depuis l'Herbaudière jusqu'ici à l'Épine. Oh, maman a dit, la peur de ma vie, là. Hein. Un jour, avec mon copain Louis Viau, nous étions à la mer Montel, il y avait l'heure indue à 6h du soir, je crois, l'heure à partir de laquelle on ne devait pas sortir. Et, bon, la mer montait, mais nous avions fait un château de sable qu'on défendait, et puis à mesure que la mer montait, on mettait du goémon, du sable, etc., pour essayer de tenir. Puis tout d'un coup, on entend l'impact des balles sur l'eau, puis après, on entend le tac-tac de la mitrailleuse. Ouf! On est parti, je veux dire qu'on n'a pas été longtemps à monter dans les dunes, puis on est resté à plat ventre, jusqu'à ce qu'il fasse nuit noire. J'ai vu mon père humilié, et ça m'a fait de la peine. Hein. C'est un jeune Allemand qui avait mis sa baïonnette sous le nez à mon père, puis il le faisait reculer. Mon père qui était une force de la nature, et ce petit gringalet, c'est toujours comme ça, hein, il n'aurait pas pesé lourd. C'était une exception. Alors, les 4 dragueurs de mine ont été repérés vers midi par un avion
un avion du Commonwealth, certainement du Coastal Command, qui a survolé l'océan et est venu se positionner au-dessus de Fromentine et a aperçu les 4 dragueurs de mine et est rentré et a avisé l'amirauté de la présence de ces navires de guerre. Et dans l'après-midi, entre 16h20 et 16h54, 2 escadrilles du Coastal Command ont décollé de la base de la RAF de Davis-Tomor. Ont décollé, ils étaient 23 chasseurs bombardiers pour venir combattre les 4 dragueurs de mine qui étaient réfugiés donc ici dans le goulet de Fromentine. On se trouvait avec ma maman dans le marais. Parce qu'on avait continué à cultiver les terres et tout comme avant. Hein. Et donc, je me rappelle d'avoir vu une escadrille d'avions qui passait à ras avec un bruit inimaginable. Et puis après, on a entendu tirer. Et c'est après qu'on a su qu'ils avaient coulé les bateaux. Donc entre 18h22 et 18h27, parce que le combat n'a duré que 5 minutes, les 4 dragueurs de mine ont été détruits. Et au cours de ce combat, un Beaufighter fut abattu. C'était un Beaufighter canadien du 404e escadron de la Royal Canadian Air Force. Son pilote, c'était Robert Samuel Forrestel, et son navigateur, était Ian Roby. Donc durant ces 5 minutes, il y a eu au moins 2 passages, et semble-t-il, l'avion de Robert Forrestel, qui était immatriculé AAE, et numéro de série NE354, a été touché à l'aile. On a une photo où il a l'aile gauche en feu. Donc l'avion s'est abîmé sur le banc de Pio et malheureusement Robert Forrestel et Ian Roby sont décédés. Tous les deux sont enterrés aujourd'hui au cimetière à Barbâtre. Il faut savoir que tout ce système de défense très très important, alors à la fois à Noirmoutier et puis sur le littoral atlantique et le littoral de la Manche, a été relativement inefficace. On peut parler d'équivalent de la ligne Maginot pour les Français, c'est-à-dire que le 6 juin 1944, à Omaha Beach, la ligne de défense va tenir 3 à 4 heures, pas plus. Donc c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de contraintes pour finalement un résultat militaire de pas grand-chose. Pour les gens du pays, ils n'étaient pas désagréables. Ils n'ont pas été désagréables. Ils n'ont pas fait de mal, et souvent ils parlaient comme ça. Je me rappelle d'un qui disait qu'il avait une entreprise une fabrique de briques en Allemagne. Et comment dirais-je, il avait voulu nous donner chacune notre orange, mais on ne voulait pas les prendre. Et puis il a dit, mais si. Il a dit à maman, donne petit baby. Moi, deux petits babys, peut-être jamais revoir. C'était des militaires, non. Là, il y avait une combuse. Et il y avait beaucoup de militaires qui étaient assez âgés. Ce sont des anecdotes que je suis content d'avoir écrit dans les articles d'Amile Marmoutier pour qu'on ait de la guerre ici qui n'a pas été violente, puisque nous n'avons pas heureusement subi de combat. Mais c'est pour vous dire que dans toutes les guerres, il y a quand même des gens courageux, des gens honnêtes, des gens bons, quoi.